Bon, on va démarrer. On a une matinée dense ce matin avec des sujets réglementaires de sécurité, transport qui étaient très intéressants. Donc moi je me présente Philippe Dehédin, GSCM, pour ceux que je ne connais pas. Je suis relativement récent dans l'industrie, parce que j'ai qu'un an, et un des points qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, quand on parle de modulaire, on a souvent en tête des sujets qu'on a vus ce matin. On parle souvent même, désolé pour les autres, et je salue Alexis d'Algeco, donc la cabane que l'on retrouve. Et on ne voit pas forcément que le modulaire, c'est aussi des bâtiments définitifs, permanents, et qui peuvent même être architecturés. Un gros mot dans notre industrie, puisque je commence à associer l'industrie du modulaire et les architectes. Et donc cet après-midi, on va essayer de vous faire partager avec l'équipe qui a préparé cette petite session le fait qu'en fait la construction modulaire et l'architecture, c'est deux choses qui vont parfaitement ensemble, mais qui vont parfaitement ensemble à un certain nombre de conditions. Voilà, il y a des moyens de le faire. Alors pour préparer cette petite table ronde, on va vous faire 3 présentations de différents projets qui ont été faits. Puis ensuite, on aura un espace un peu d'échange pour voir justement les conditions qu'architecture et modulaire ont pour fonctionner ensemble. Et puis on essaiera d'avoir un échange dans la salle parce que vous allez voir, le sujet va être passionnant. Puis il va falloir qu'on vous réveille un petit peu. Alors pour juste présenter, je vais présenter et animer la session donc avec Antoine Loiseau, donc qui est le directeur général de Cugnot. Il y avait Philippe Maras d'Avélis, mais qui n'a pas pu se joindre à nous au dernier moment, mais qui a participé au départ. Et puis donc on aura avec nous 3 architectes qui vont présenter leur vision et leur expérience. Donc Béatrice Mouton, Stéphane Béranger et Gérard Senior qui vont se succéder donc sur la scène. Alors je pense que le mieux, avant de passer la parole aux architectes pour qu'ils présentent les projets, c'est peut-être de regarder côté, puisqu'on est ici à la CIM avec les industriels, de regarder comment les industriels ont déjà mis le pied assez largement dans cette construction permanente au travers de projets assez architecturés. Voilà, et donc Antoine, directeur général de Cugnot, un leader sur le marché, va nous faire quelques expériences de ce que ces équipes ont vécu. Merci. Bon, c'est un peu plus qu'une expérience, comme vous le savez. Nous faisons 2 métiers, effectivement. Nous faisons des très beaux ensembles, comme on les a vus ce matin, temporaires, qui ont un usage extrêmement important. Et puis également, à partir du même mode constructif, nous faisons des bâtiments définitifs. La particularité de la maison Cugnot, ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est qu'on n'a pas commencé par les bases vides chantier pour arriver vers la construction, mais en fait, on a fait le chemin inverse. C'est-à-dire la vision d'Yves Cugnot très tôt, ça a été effectivement d'en faire un mode constructif, puisque nos entreprises, Algeco est né de même, Cugnot a 50 ans, Algeco a 70 ans, ont commencé avant que les espaces de vie de chantier qu'on connaît aujourd'hui se développent, puisqu'ils ont été conçus et voulus pour que les travailleurs français, les ouvriers, travaillent dans de bonnes conditions sur l'ensemble des autres chantiers. Donc ce qu'on a vu ce matin, ça a une mission sociale fondamentale et qui, moi, me plaît énormément, c'est de me dire que tous les matins, il y a 100, 200, 300 000 Français qui viennent travailler sur les chantiers en France et qui travaillent dans de bonnes conditions, comme l'ensemble des cadres s'attendent à le faire, c'est-à-dire ils ont des toilettes, ils peuvent déjeuner et ils peuvent également se reposer, prendre une douche, etc. ou par forte chaleur faire un point fraîcheur. Donc ça, c'est extrêmement important dans cette activité-là. Donc nos bungalows, comme certains les appellent, fonctionnent très bien. Et avec le même mode constructif, on va vers des bâtiments définitifs. Bon, je vous en ai pris quelques-uns parce que ce n'est pas des expériences qu'on a. Chez Cugnot, c'est la moitié de notre activité. On fait à peu près 150 millions d'euros. On en sort 60 000 mètres carrés. Un bâtiment qu'on a fait récemment avec les ateliers Spina, donc là on part en Bretagne, on est du côté d'Irodouer. On vient servir une problématique que ceux qui vivent dans les territoires ruraux connaissent bien, il n'y a plus de médecins. Donc qu'est-ce que font les mairies? Elles créent des maisons de santé. Et donc c'est ce programme-là auquel on a répondu. Et donc elles doivent se montrer séduisantes. La particularité de ce dossier, c'est qu'on a un maître d'ouvrage, un architecte, et pour ceux qui connaissent un peu le corps médical, on a autant de clients qu'on a de médecins, puisque chaque médecin, bien évidemment, les médecins savent tout, donc ils voulaient chacun leurs locaux et particulièrement. Donc voilà ce qu'on a réussi à dérouler. On va retrouver l'avantage compétitif numéro 1 qui est le délai. En gros, aujourd'hui, si vous prenez un PC purgé de recours, et j'aime bien ce jalon-là, parce qu'on sait que pour arriver au permis de construire purgé de recours, on peut y passer un certain temps. En gros, vous comptez 6 mois après, vous avez les clés sur un bâtiment, donc on va faire le gros œuvre, bien évidemment, qu'on va gérer. On va gérer le bardage, etc. etc. La particularité, je l'expliquais ce matin, je ne sais plus qui, on a un mode constructif qui est un petit peu original, on a un savoir-faire qui est particulier, et donc dans ce métier-là, il faut qu'on ait une maîtrise complète de la chaîne d'exécution, c'est-à-dire les études techniques, le suivi de chantier,
la gestion de chantier en local, le fait de gruter des modules, c'est pas un métier si simple que ça. Il y a un certain nombre de particularités, la sécurité, etc., etc. Ce qui fait que nos modes constructifs industriels, on intègre énormément de choses. Et c'est un des points sur lequel on va discuter, parce qu'effectivement, pour retrouver les avantages de ce délai, de ce positionnement prix, il y a un certain nombre de partis pris à prendre et qui sont très en amont. C'est-à-dire que quand on a figé dans la construction industrialisée un pro, pour ceux qui ont fait du bâtiment, c'est fini. Derrière, ils ont fait les études d'exé et derrière, on déroule. Pour une raison qui est assez simple. On n'est pas en train de faire un gros œuvre pendant 24 mois. Hein. On est en train d'assembler des modules qui sont sur des cycles en jours, quand on a une capacité industrielle, en semaines sur des gros projets. Mais en fait, on a déjà lancé la première phase. C'est d'approvisionner les composants. Il y a un certain nombre de partenaires du groupe Cugnot qui sont ici dans la salle et qui sont là depuis longtemps. La première chose qu'on fait, c'est les appeler eux. C'est leur dire, on va vous acheter 35 portes de tel modèle. Il ne s'est rien passé sur votre chantier, mais nous, on a déjà commandé. On est dans un système industrialisé. Donc si on revient 3 mois après en se disant oh bah finalement on a décidé que ça serait tellement mieux que, puis comme en tradi, c'est pas un problème, puisqu'on est juste en train de couler du béton, finalement on a le temps. On peut changer les réservations dans le béton, pas dans un système industriel. Donc on demande un travail et un effort très en amont avec nos partenaires, et ensuite on déroule, ce qui nous permet d'avoir ces performances-là. Puis je vous en ai mis une autre qui est sympathique, c'est une école qu'on a fait du côté de Nantes très rapidement. On aime bien la sortir parce qu'effectivement, il y a eu un travail très important sur les façades. Bon là, c'est difficile de voir. Quand vous êtes à l'intérieur, et c'est toujours le petit côté un peu sympathique, et je conclurai là-dessus, je vous défie de voir que ce sont des modules. Et la plupart des gens l'ignorent quand on se promène dans nos espaces. Donc en fait, en performance intérieure, on arrive à retrouver très exactement ce qu'on arrive à trouver aujourd'hui dans un espace traditionnel. Par contre, effectivement, on le fait plus vite. Mieux, certains le diront. Moi, j'ose le dire. Et puis surtout, ça, c'est une école qui est prévue pour être démontée et transférée. Donc on est plein dans l'économie circulaire. Et donc on a effectivement ce côté un peu en avance de phase. Donc voilà. Après, notre interaction, et c'est ça l'objet de cette table ronde, c'est comment ce mode constructif industrialisé, un peu original, rencontre le monde un peu plus traditionnel, le monde de la conception, du design, de ceux qui pensent les espaces, et comment en fait on fait de très belles réalisations ensemble, en y mettant beaucoup d'intelligence, des partis pris architecturaux qui sont très intéressants, et puis un sujet, je ne sais pas, peut-être qu'un jour on y arrivera, et on le fera, c'est la prolongation de ce que voulait faire Yves Cugnot, c'était la construction architecturée modulaire, la mixité des modes constructifs. Arrêtons de se dire que tout doit être fait en module, tout doit être fait en béton, tout doit être fait en bois. C'est une erreur. Dans les programmes architecturaux, on peut mixer les modes constructifs pour trouver de l'intelligence au service du maître d'ouvrage et mettre les bonnes choses en bons endroits. On ne fera pas tout en module, mais on ne fera pas tout en bois et on ne fera pas tout en béton. Par contre, en mixant, on peut faire des choses très bien. Et ceux qui mixent, c'est pas moi. Je vous avais mis aussi notre siège social. Bon, si vous avez l'occasion de passer nous voir en Vendée, vous êtes les bienvenus. Ça fait toujours plaisir. Et puis effectivement, on a cette salle Atrium à côté qui est en 2D bois, qui permet de faire la démonstration de ce que je vous expliquais juste avant. Voilà, donc je passe la parole à Madame Mouton pour nous expliquer comment elle travaille avec nous et comment ça se passe pas trop mal. Merci. Bon, je vous remercie. Je remercie les gens de la CIM de m'avoir convié à ce colloque, parce que c'est vrai qu'on travaille pas mal dans le secteur industrialisé, pas seulement, parce qu'on est une agence de 4-5 architectes, et on travaille en rénovation, mais la part de l'industrialisé, enfin du neuf, représente quand même quasiment 40% de notre chiffre d'affaires. Donc on travaille beaucoup en partenariat parce que bien souvent les consultations associent architectes et entreprises, soit conception-réalisation, soit marché global de performance, bien souvent lié à la technicité particulière du hors-site. Donc on a cette synergie qui est très intéressante et qui pour nous a été très, très productive parce qu'en 20 ans, on a vu des évolutions significatives dans ce domaine. Donc quelles sont les évolutions, un petit peu ce qu'on a connu quand on a démarré? On a commencé par des bâtiments pour la région Île-de-France, qui étaient des bâtiments assez standards et
À l'époque, il y avait un marché avec deux fournisseurs, deux industriels qui travaillaient, qu'on a rencontrés. On ne connaissait pas du tout ce secteur. C'était par hasard qu'on est arrivé sur cet appel d'offres, on a été titulaire. Et donc, c'était l'époque où ces bâtiments étaient posés dans les cours d'école, dans les cours des lycées, sur les parkings. Ils étaient avec quelques parpaings. Les eaux pluviales allaient tranquillement sous le bâtiment et personne ne se posait trop de questions. Donc, nous, on avait déjà évolué, mais il y a eu, on va dire, cette première étape d'alignement réglementaire entre la construction traditionnelle et la construction industrialisée. Donc, on était sur des bâtiments conformes aux sécurités incendie et qui avaient déjà ERP et qui avaient déjà une certaine qualité d'usage. Parce qu'il y avait encore à l'époque une mauvaise image du bâtiment industrialisé, mais finalement on s'est rendu compte que les enseignants, les profs aimaient bien aller dans ces bâtiments parce qu'ils étaient dans des bâtiments des années 70, mal isolés, phoniquement, thermiquement, et donc ils étaient plutôt satisfaits de ces bâtiments. Donc ça c'était, on va dire, la première étape réglementaire. Ensuite, il y a eu une étape d'amélioration architecturale. On a été invité par ces constructeurs à participer à des concours, et c'était principalement pour des collectivités. Donc là, les collectivités, les élus nous ont dit ça nous intéresse, votre système, c'est rapide, on a une école qu'il faut construire parce qu'il y a une ZAC qui s'est créée, il y a un bâtiment qui s'est créé, il faut loger des familles, des enfants. Donc ça, c'était une demande qui était forte. Le coût aussi était un élément important. En revanche, ils nous ont dit il y a deux conditions, il ne faut pas qu'on voit que c'est de l'industrialisé, parce que ça va faire peur aux gens, ils vont penser que ce ne sera pas qualitatif. Et puis, nous, on veut, en tant qu'élus, avoir un beau bâtiment dans notre ville, on ne veut pas un truc moche qui ne soit pas intégré. Donc, il y a eu cette réflexion aussi qu'on a menée, toujours aussi avec les industriels, pour aller vers des bâtiments avec des bardages, des bâtiments qui soient plus architecturés. Et donc, et on a suivi cette évolution, et la troisième étape, c'est celle qu'on connaît actuellement, c'est les projets que je vais vous présenter. Et là, c'est une époque plutôt une évolution de diversification. C'est-à-dire c'est une diversification qu'on constate dans le domaine d'activité et aussi techniquement. Parce qu'on est passé de commandes qui étaient principalement de secteur petite enfance, scolaire, à des commandes d'État, donc qui sont quand même très, très différentes. Et on connaissait déjà, puisqu'on a toujours une activité en rénovation, donc on travaille avec des administrations publiques. C'était très séparé avant, il n'y avait pas du tout d'échange entre le traditionnel porté habituellement par l'État et les collectivités plutôt mairies. Et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des demandes de l'État, mais alors avec des demandes qui étaient quand même beaucoup plus spécifiques, parce que faire un groupe scolaire, c'est pas trop compliqué, il y a des grandes surfaces, il n'y a pas trop d'exigences spécifiques. Or, des commandes d'État, on passait sur des choses plus complexes, des salles d'audience et tout, avec des techniques plus compliquées. Donc ça a amené à diversifier, et c'est ce que rejoignait ce que disait pour l'entreprise Cugnot aussi, c'est l'idée d'avoir une technique qui se diversifie, pas faire du 100% modulaire. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un bâtiment, alors c'est plutôt trois exemples de bâtiments récents avec des techniques mixtes et qui forcément sont particuliers, parce que ce que je dis souvent aussi, c'est que quand on fait appel à nous en tant qu'architectes, c'est souvent qu'il y a une problématique particulière derrière. C'est pas pour faire que des bâtiments, on va dire, simples. Non pas qu'on ne veuille pas le faire, mais voilà, s'il y a un enjeu, bien souvent on est sollicité. Donc ça, c'est un bâtiment pour la Sorbonne, sur le site de Sancier, dans le 5e. Donc avec justement une problématique d'amphithéâtre, et donc on a construit une charpente 2D sur laquelle sont venus se positionner des modules. Donc la charpente pour avoir les amphithéâtres, qui étaient des amphis importants, qui nécessitaient des grandes hauteurs, et puis 3 niveaux au-dessus de modules. Donc ça, typiquement, c'est un bâtiment avec, on savait qu'il serait démoli, démonté, mais pour une durée d'une dizaine d'années. Donc c'est du semi-pérenne, mais avec quand même toutes les caractéristiques du pérenne pour un usage long, mais malgré tout démontable. Ensuite, ici, ça c'est un projet plus récent, c'est la salle d'audience pour les attentats du 13 novembre. Donc ici, une commande aussi État, donc pour
l'État avait décidé, le ministère de la Justice, d'avoir un bâtiment, une structure provisoire pour accueillir ce procès dans la salle des pas perdus, du palais de justice de l'île de la Cité. Et ils avaient donc déjà en tête une structure provisoire, mais ils étaient partis plutôt sur du provisoire très léger, de l'événementiel, des choses comme ça. Donc très rapidement, ils se sont rendus compte et on leur a dit que c'était impossible. Et donc on a proposé, conçu une structure 2D, entièrement démontable aussi, puisque c'est un bâtiment classé monument historique, il fallait tout remettre en l'état avant de partir. Et c'est une salle qui est en train d'être déposée actuellement, qui est en train d'être démontée. Donc voilà la salle qui a été pas mal présentée. Et donc il ne faut pas être trop chatouilleux au niveau de son ego, de se rendre compte que les bâtiments qu'on construit, bon, industrialisés, ils sont appelés soit à être à un autre usage, à être transformés, soit à être carrément démolis, quoi. Donc il ne faut pas être trop chatouilleux. Et puis là, c'est un dernier projet qui montre aussi donc, la mixité aussi des techniques constructives. Donc ici, avec du bois pour un centre aéré, pour l'aéroport de Roissy, des isolants biosourcés, et donc quelque chose, et un bâtiment là qui est pérenne. Donc, par rapport à cette technique spécifique que nous on connaît bien, qu'on maîtrise depuis longtemps, ben, en tant qu'architecte, on ne conçoit pas les choses différemment. Quand on a un projet, l'approche intellectuellement reste la même. Simplement, évidemment, la boîte à outils qu'on utilise est différente. Et ça, il faut, voilà, pour bien la manier, on peut aller justement toujours pousser un petit peu plus loin le curseur. Et c'est ça qui est intéressant. Alors après, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait apparaître comme réticent par rapport à nos confrères, parce qu'on n'est quand même pas très nombreux dans le secteur, et le secteur a aussi mauvaise presse, mais bon, ça évolue aussi dans notre métier. Alors peut-être qu'on a identifié 3 points. Bon, une volumétrie, bien sûr, qui est assez rigide, bon, du fait des systèmes 3D, qui pourraient peut-être aussi connaître quelques adaptations, quelques évolutions, pourquoi pas, pour effectivement sortir, répondre à des programmes un petit peu plus complexes, de hauteur, etc. Des matériaux jugés pas très nobles, ça c'est pour répondre aussi à une demande actuelle de vérité dans le matériau, d'avoir des matériaux naturels. Bon, c'est vrai qu'on est amené à faire des sandwichs en extérieur, en intérieur, on superpose un peu les couches, on masque un peu tout. Bon, c'est peut-être à réfléchir. Bon, récemment, j'ai un constructeur qui m'a dit qu'il avait fait un mur en pisé dans un de ses bâtiments. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est une évolution. Alors, non pas qu'il faut copier ce que fait le traditionnel, mais c'est quand même aussi l'idée qu'on doit, enfin, pour nous, pour que les bâtiments soient, comment dire, séduisants auprès du public, justement, quand même aller dans le sens de ce qu'attendent les utilisateurs, les donneurs d'ordre, et comme de mon point de vue, la construction traditionnelle a fait évoluer justement l'industrialisé dans le bon sens, mais qui garde quand même ses spécificités. Et puis le 3e point, c'est peut-être le coût, parce qu'on se pose aussi pas mal de questions. Évidemment, quand on va vers la qualité dans tous les secteurs, le coût augmente. Donc il y a pas mal de maîtres d'ouvrage qui nous font quelques petites remarques en nous disant qu'ils ont construit leur hôpital au même prix que le bâtiment qu'on leur propose, pour une crèche récemment, pour du scolaire aussi. Donc il y a peut-être aussi cette réflexion à mener, mais ça c'est plutôt les industriels effectivement qui doivent, à mener ensemble justement. Mais on se rapproche des coûts construction traditionnels. Donc, il y a une petite, on sent, nous, point d'une petite interrogation, et pas déception, je dirais, mais voilà, peut-être quelque chose qui était vraiment un atout, qui l'est moins, parce que, à contrario, les maîtres d'ouvrage publics, puisque nous, on ne fait que du public, la notion de rentabilité et de délai, elle n'est pas vraiment monnayable. Bon, combien de projets étaient pressés et finalement ils se réalisent beaucoup plus tard, et ça tout le monde le connaît, voilà. Bon, donc voilà. Mais écoutez, je vais laisser la parole à un de mes confrères qui lui fait des choses très très différentes. Et, voilà, je vous remercie. Merci Béatrice.
Je crois que tu as bien montré un certain nombre de points sur des beaux projets qui sont mixtes et surtout un certain nombre d'attentes pour nous industriels et aussi dans la manière de revendre ou de vous aider à argumenter pour vos clients l'usage de nos produits sur ces 3 points notamment, il y en a d'autres. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est que Stéphane il va présenter dans sa partie aussi un peu quelque chose de complémentaire et notamment pas mal de choses sur des contraintes en amont et pas, Antoine en parlait un peu dans ses projets. Je pense que tu vas pointer aussi sur des attentes et la gestion des contraintes en amont, ce qui sera particulièrement intéressant. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation. BM Archi, rapidement, est une petite agence de 5-6 personnes implantée à Paris, en région Pays de la Loire. On se positionne clairement comme des architectes militants qui ont fait partie, il y a une dizaine d'années, dans les premiers groupes à croire beaucoup aux solutions hors site et aux solutions industrielles, parce qu'on a fait un constat partagé avec les entreprises qui avaient un vrai déficit de production et de qualité de production. Donc déjà sur les constats, il y a une quinzaine d'années, les quelques architectes militants dont on faisait partie ont considéré qu'il fallait ouvrir le champ des possibles et aller chercher des solutions techniques différentes. Donc évidemment, on s'est orienté d'abord sur la filière sèche qui est la filière bois et puis ensuite progressivement sur la filière hors site qui nous a amené à travailler sur des solutions d'hybridation, soit en 1, 2 ou en 3 dimensions. Donc je reprends complètement les propos de Cugnot sur la nécessité d'hybrider le bâtiment et de trouver des solutions collectives. Donc on s'est positionné un peu aussi volontairement sur le sujet du logement, et du logement social en particulier et des résidences gérées, parce qu'évidemment ce type de programme était à la base assez répétitif, en parlant de chambres, de studios, que ce soit des chambres étudiantes, des chambres d'EHPAD ou des logements pour étudiants, ou des logements de type T2, T3, T4. Donc on a travaillé essentiellement sur la partie du logement T1 à T5, en flat et en duplex. Donc l'idée pour nous, dès le départ, ça a été d'essayer de trouver un langage commun avec les industriels et de dire que finalement l'industrie et l'architecture sont 2 milieux qui avaient beaucoup de mal à discuter les uns avec les autres, et que peut-être que le premier travail qu'on a dû opérer, c'était d'essayer de développer un langage commun entre les industriels et les architectes. Donc notre premier travail a été essayer d'identifier vos besoins, vos contraintes, vous industriels, par rapport à nous, nos contraintes et notre métier, et puis essayer de dialoguer ensemble et de trouver un terrain sur lequel on pouvait avancer ensemble. Donc quand on dit préfabrication et qualité architecturale, notre leitmotiv à nous, c'est de dire qu'on peut faire des bâtiments de qualité avec de la préfabrication. Donc évidemment, cette contrainte nous impose des méthodes, des solutions pour apporter des réponses sur des sujets que vous connaissez déjà tous, et plus particulièrement la crise du logement en France qui existe depuis l'après-guerre, et sur lequel on a vraiment, nous architectes et vous industriels, des solutions évidemment à apporter. Donc, les constats qui sont venus en plus s'agréger à la crise environnementale et énergétique nous ont amené à dire comment on fait pour réfléchir différemment. Alors oui, évidemment qu'il fallait réfléchir différemment, on parle toujours d'un changement de paradigme, et ce changement de paradigme, que ce soit les solutions techniques comme les solutions architecturales, nous impose de travailler différemment. C'est-à-dire que nous, architectes, on a remis en cause notre façon de fonctionner pour essayer de répondre à ce nouvel environnement. Donc on a décidé de travailler sur une offre B2B, c'est-à-dire de travailler essentiellement avec des bailleurs sociaux ou des promoteurs immobiliers. On a pour l'instant complètement laissé tomber la partie particulier, toutes ces choses-là, parce qu'on n'est pas sur les bonnes dimensions et sur les notions de masse et de volume. On a aussi beaucoup travaillé sur les besoins des maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on dit souvent les architectes n'écoutent jamais leurs clients, mais là l'idée c'était évidemment de répondre à une demande et des besoins, d'identifier des besoins et savoir comment on pouvait identifier ces besoins. Donc les usages, les surfaces, l'évolutivité, puisqu'on parle maintenant beaucoup d'évolutivité dans le logement, les contraintes réglementaires, évidemment on en parle beaucoup, les objectifs de coût et de performance thermique bas carbone, ça aussi c'était une demande très affirmée de la maîtrise d'ouvrage et de la réglementation, les règles de la commande publique et privée, c'est-à-dire qu'il fallait comprendre comment on pouvait s'intégrer dans cette contrainte de commande, et l'identification et l'évaluation des acteurs de la filière. Alors ça, c'est pour ça qu'on est très content d'être là avec vous aujourd'hui, puisque une partie de notre métier qui se concentre sur de la recherche et du développement est d'essayer d'identifier et d'évaluer l'offre industrielle française. Donc chaque année, on rencontre des industriels, on évalue avec eux les capacités de travailler ensemble et d'essayer de mettre en place et d'aligner ensemble les objectifs. Alors évidemment, on parle de qualité architecturale parce que notre métier, on est architecte, et je pense qu'on est tout à fait dans l'idée qu'on peut tout à fait converger ensemble, et pas l'inverse.
Alors comment on a répondu à l'ensemble de ces approches-là? C'est déjà de travailler sur un écosystème, c'est-à-dire travailler sur un réseau et sur un collectif. Donc je crois qu'il y a un mot qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le mot ensemble, et que si on ne comprend pas qu'il faut sortir de nos silos, malheureusement on n'y arrivera pas. En tout cas, on n'arrivera pas à travailler ensemble. Donc l'écosystème, c'est un écosystème d'acteurs, que ça soit l'amont ou l'aval, que ça soit l'architecte, les bureaux d'études, les industriels, les entreprises, parce qu'on parle aussi d'entreprises, puisque la question est de savoir comment on intègre des solutions préfabriquées aujourd'hui dans un contexte de chantier. Est-ce que c'est une entreprise générale? Est-ce que c'est un contractant général? Est-ce que l'industriel est entreprise générale? Tout ça, c'est des questions qu'on s'est posées. La gestion de projet, c'est très important, puisque maintenant, plus on avance dans le temps, plus l'écosystème est important et plus le nombre d'intervenants est important. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur la façon dont on gérait le projet collectivement. Une boîte à outils, on en parlait déjà tout à l'heure en amorce, c'est de travailler sur des composants de construction qui sont spécifiques à chaque industriel. Donc ça, c'est aussi la particularité française, c'est que vous avez tous des particularités techniques qui vous identifient. Donc nous, architectes, évidemment, on a aussi ce devoir d'intégration de vos solutions pour ne pas les remettre fondamentalement en cause. Et ensuite, c'est une offre de mission hors site, c'est-à-dire d'essayer d'adapter les missions de l'architecte à ces contraintes du hors site. Alors l'écosystème, là on vous décrit très rapidement l'écosystème qui est le nôtre. Donc vous voyez qu'on est complètement sorti du silo vertical et pyramidal dans lequel l'architecte s'inscrivait il y a encore 10-15 ans, où l'architecte était à la tête d'un projet et qu'ensuite le projet se déroulait verticalement vers l'entreprise et vers le client, alors qu'aujourd'hui on travaille nous de façon complètement horizontale, de façon complètement holistique, c'est-à-dire que tous les gens, toutes les entreprises et les compétences qui sont là sont associés au projet dès l'amont. Et je crois qu'il y a un deuxième mot qu'il faut retenir, c'est après le mot ensemble, c'est le mot temporalité, c'est-à-dire que dans la notion de projet, il faut que cet écosystème soit aligné dès le début du projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler ensemble si on n'a pas dans le temps la capacité de partager les valeurs au même moment. Ensuite, on travaille sur une gestion de projet. Donc, à la gestion de projet, on travaille avec une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale Lille, qui travaille sur la méthode RPI, qui veut dire réalisation de projet intégré. C'est une méthode qui a vocation à développer un système de communication entre les différents acteurs du projet, de façon à mettre en valeur le projet dès le début. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de partager les mêmes valeurs, ça c'est le premier critère. Et deuxièmement, c'est évidemment d'associer tous les paramètres utilisateurs, les paramètres d'ouvrage, les paramètres entreprise, etc., etc., et savoir comment on gère ce projet collectivement. Donc ça s'appelle la méthode RPI, que vous avez sur la droite sur un petit schéma qui différencie de la façon classique de l'organigramme traditionnel dans lequel on s'inscrivait hier. Je vais un peu vite parce qu'on a un temps relativement limité, je m'excuse, mais on verra peut-être après pour les questions. La boîte à outils, là je vous en donne un exemple avec deux familles principales. Une famille de composants qu'on appelle les composants reproductibles, qui sont directement liés à vos contraintes de production, c'est-à-dire qu'on va plutôt travailler sur le hors d'eau, hors d'air, avec des solutions qui sont industrialisées, qui sont répétitibles, qui sont non adaptables. Et ensuite, une deuxième famille de composants qu'on appelle les composants adaptables, qui vont nous permettre de répondre spécifiquement à chacun des programmes. Que ça soit en fonction des typologies du programme, que ça soit en fonction du terrain, de sa situation géographique, son orientation, ses coûts, ses performances, etc., etc. Donc là, vous avez des premiers exemples où on développe dans cette boîte à outils des solutions en 2D, mais aussi des solutions en 3D. Donc en fonction du programme, on va aller chercher des composants dans différentes familles. Chacune des familles et chacun des composants correspondant évidemment à des industriels différents. Alors BM Architect, par rapport à cet ADN hors site, propose aujourd'hui 5 missions principales. La première, c'est une activité de recherche et développement qui occupe a priori une 50aine de % de notre temps. C'est-à-dire qu'au-delà de nos missions classiques de maîtrise d'œuvre, on travaille beaucoup sur la recherche et le développement, notamment l'activité qu'on peut avoir avec Centrale Lille et l'ADEME sur le travail sur la RPI, notamment, ça fait partie de notre travail de recherche. On travaille sur la notion aussi de maîtrise d'œuvre classique, où là, c'est un travail d'architecte classique, comme ça a été un peu décrit tout à l'heure. La boîte à outils, où là, on vient concevoir pour des maîtres d'ouvrage spécifiques. On en a deux en ce moment avec lesquels on travaille, c'est Corian et Clariane, et puis un promoteur immobilier qui s'appelle LP Promotion et Legendre Immobilier, où là on va travailler spécifiquement pour ces maîtres d'ouvrage en fonction de leurs besoins à la définition de cette fameuse boîte à outils de composants
composants reproductibles et adaptables. Donc ça, c'est une troisième activité que nous avons. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est aussi la capacité de pouvoir faire monter en compétence les maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille. Quand on constate qu'il y a des manques évidents sur les solutions à trouver, eh ben on vient les accompagner sur les prises de décision. Et enfin, la conceptualisation et les accords cadres, on en parlait encore tout à l'heure, c'est vraiment la partie, je dirais, purement administrative dans laquelle on peut développer ces solutions-là, principalement pour des bailleurs sociaux. Alors les démonstrateurs aujourd'hui, rapidement, on travaille sur du neuf et de la réhabilitation et de l'extension, sur du logement collectif et individuel pour des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers, avec une boîte à outils dédiée, donc c'est l'outil Corian, et avec des EHPAD. Donc très rapidement, en haut à droite, vous avez une opération qui est sortie il y a maintenant 2 ans pour un bailleur social qui s'appelle Sarthe Habitat, où là on a travaillé sur un bâtiment mixte béton et bois, avec cruard charpente, sur des solutions de bâtiments en collectif et en individuel. 11 mois de chantier, premier bâtiment plus c'est moins sur le département de la Sarthe. Et ensuite, des concours en conceptualisation, où là, on vous a mis les 2 images en bas à droite, qui sont en fait des images de projets et de programmes différents, mais qui partent exactement des mêmes bases industrielles à partir desquelles on a travaillé. Ce qui démontre que, encore une fois, en termes de résultats, on arrive à des solutions qui sont complètement différentes en fonction des programmes sur les mêmes bases techniques. Donc là encore, un élément important pour montrer qu'on est capable de répondre à des solutions spécifiques. La boîte à outils, je vous mets quelques exemples de la boîte à outils qu'on a développée pour Corian. C'est un outil digital, ça représente à peu près 2 années de travail, qui associe le travail de conception des composants reproductibles et adaptables associés à des faiseurs et des industriels. C'est-à-dire que, encore une fois, on est bien dans une méthode collective et que les solutions qu'on a proposées à Corian sont bien des solutions qui associent la conception et la réalisation. Donc, encore une fois, jamais dissocier l'amont de l'aval. Donc là, c'est toute une méthode, c'est des performances. Vous voyez que sur le petit croquis que vous avez en haut à droite, en rouge, bleu et vert, c'est pour un seul et même bâtiment, on associe 3 modes constructifs différents. Donc le rouge, c'est les espaces de sommeil, donc c'est tout ce qui est répétitif. Le bleu ou le violet, ce sont les espaces de service. Et le vert, ce sont des studios qui sont plus grands que les chambres, donc sur un mode constructif préfabriqué également. Donc on voit que sur un même bâtiment, on est capable d'associer 3 modes constructifs différents sans aucune difficulté. Donc la boîte à outils digitale, elle a pour vocation en fait d'être regroupée dans un programme technique détaillé que le maître d'ouvrage va donner et distribuer à ses opérateurs maîtres d'œuvre, et que les maîtres d'œuvre vont se servir de cette boîte à outils pour concevoir leur bâtiment. Encore quelques exemples pour des résidences gérées pour soit des bâtiments neufs, soit pour des bâtiments en extension, qui sont soit des bâtiments en extension horizontale, soit en extension verticale. Donc là encore, on démontre qu'avec un même système, on est capable d'avoir des réponses différentes. Avec, à la conclusion, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est essayer de dégager la valeur ajoutée des solutions, leurs inconvénients, et puis la synthèse de ce qu'on pourrait essayer de vous faire passer comme message aujourd'hui. Bah, évidemment, l'effort, c'est l'adéquation des réponses aux enjeux techniques et climatiques, ça personne ne le contestera. La qualité de l'offre technique française, aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui disent que vous êtes en capacité de produire des bâtiments techniques et qualitatifs sans aucune difficulté. La diversité technique et architecturale des solutions hors site, je le disais tout à l'heure, vous avez chacun d'entre vous des solutions différentes. Nous, architectes, on est en capacité de s'approprier ces solutions et d'en donner quelque chose de différent. Le dynamisme d'un secteur innovant, donc ça c'est important parce qu'on est tous en phase de développement et que là il y a une vraie dynamique autour de ce secteur. Un marché en croissance, en tout cas pour ce qui est du logement. Les faiblesses pour nous, c'est l'inégalité géographique de l'offre, c'est-à-dire qu'on va trouver des offres différenciantes en fonction des territoires et que quand on essaye de chercher, de développer une économie circulaire, on est un peu en difficulté par rapport à ça et c'est vrai que sur ce sujet-là, on n'est pas forcément les plus forts. La méthodologie de gestion de projet inadaptée au lean management, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux solutions qu'on apportait sur la solution RPI, c'est qu'on a une vraie problématique aujourd'hui. Si je devais mettre un focus sur le principal inconvénient qu'on a au développement aujourd'hui, c'est cette incapacité qu'on a à travailler tous ensemble. Donc dans l'efficacité du travail, je dirais c'est ce point-là qu'il faut franchement améliorer, parce que je pense qu'encore une fois, techniquement, on a atteint des niveaux qui sont très largement performants. L'intégration difficile de l'architecte dans le processus, donc ça c'est évidemment le sujet sur lequel on nous a demandé d'intervenir aujourd'hui, même si on vous montre des choses qui fonctionnent. Aujourd'hui, la présence de l'architecte arrive souvent très tardivement dans votre processus d'offre, et que nous, ce qu'on revendique, c'est un travail très en amont et un travail collectif en amont de la conception de l'offre. C'est-à-dire que si vous nous demandez de travailler avec vos produits, on va être en difficulté.
beaucoup plus que si vous nous demandiez d'être associés à la conception de vos produits. Parce que, évidemment, on a une vision qui est encore plus large que la vôtre. Vous avez une vision technique, et nous, on a une vision différente et complémentaire de la vôtre. Et donc, à deux, on peut faire plus qu'on fait tout seul. La maîtrise d'ouvrage qui nécessite une montée en compétences, ça, je pense que dans votre activité, vous en êtes aussi bien conscient. Et donc, la synthèse, pour moi, c'est l'intelligence collective. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Merci. Merci Stéphane, je pense que c'était complémentaire de Béatrice et particulièrement riche et interpellant pour nous. On y reviendra tout à l'heure dans la table ronde. Et pour finir, petit tour avec, on va finir avec Gérard. Là, tu vas nous présenter aussi un certain nombre de projets, et puis tu vas le mettre un petit peu en perspective plus largement avec tes deux autres casquettes à l'UNSFA et au Calibat. Ouais, bravo, hein, il a fait ça en apnée en plus, Stéphane. Bon, alors je me présente. Donc, je suis architecte, c'est à la base, mais je suis membre du bureau national de l'UNSFA, qui est le syndicat des architectes. Je vous parlerai pourquoi je dis ça. Et puis, qu'est-ce qui m'a amené au hors-site? C'est que j'ai eu un projet qui, pour avoir un terrain pour construire, il fallait avoir une originalité pour séduire l'aménageur et puis les municipalités. Donc, on a proposé avec un client avec qui je me suis associé. Ça, je suis monté en maîtrise d'ouvrage et faire une promotion pour une zone d'activité. Et pour refaire cette zone d'activité et convaincre la maîtrise d'ouvrage et les municipalités, j'ai fait une présentation qui va fonctionner pour vous, pour séduire en disant voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on peut faire avec le 3D, avec les modules. Et c'est cette présentation aussi que je vais faire aussi aux architectes de mon syndicat, puisqu'on a décidé d'ouvrir un groupe de travail sur le hors-site. J'ai stoppé une pétition du syndicat à ce sujet-là, qui était contre le hors-site, etc. D'autant que l'ordre s'était inséré dans l'association hors-site, etc. Alors que c'est pas son rôle. Bref, bon, j'aurais dit il faut être intelligent. Il y a des architectes qui sont très bons, qui font des choses très bien, et donc on a la preuve aujourd'hui encore. Et donc je vais vous présenter ce que je présentais à mon aéropage, maîtrise d'ouvrage, donc avec l'avantage environnemental, y compris qu'à l'étranger, c'est déjà bien avancé, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, qu'un projet modulaire, comme ils l'ont montré tout à l'heure, aussi bien Brigitte que Stéphane et Antoine, il est possible d'atteindre aussi les performances énergétiques, c'est pas un sujet. Un avantage économique, et ça là-dessus, je vous dirai sur ma zone d'activité sur à quoi je vais arriver, et je vous dirai pourquoi, mais il faudra que je repère la sortie de secours. Alors, donc, rapidité de mise en œuvre, c'était un des éléments forts pour montrer que c'était un élément important. La flexibilité et la modularité, ça c'était un élément aussi qu'on avait mis en avant. Adaptation facile et ça ouvre aussi pour vous, pour votre marché aujourd'hui, à mon avis, dans l'existant, vous avez beaucoup de choses à faire. On pourra en discuter. Alors j'ai montré le Crous du Havre, avec la particularité que c'était des modules non porteurs, alors qu'ils auraient pu l'être, mais ça avait été imposé par le bureau de contrôle. Des bâtiments commerciaux à Londres que j'ai visité, parce que je me suis baladé pas mal pour voir un petit peu et dire que c'est possible. Ça, c'est des bâtiments commerciaux en plus qui sont démontables et puis transportables. C'est la Pima City, donc des bâtiments hôteliers aussi. Alors tout ça, c'est fait à base de containers. Bon, je vous ai dit, je vais prendre la sortie de secours. Mais à l'époque, c'était ce que j'avais, puis on avait un contact particulier. Les Anglais qui sont bien avancés sur la partie hôtellerie, des bâtiments de restauration, il y en a eu en France d'ailleurs, des bâtiments culturels, en Corée et puis ailleurs. Un des bâtiments assez emblématiques là, sur un musée, des exemples d'habitat individuel. Et puis mon bâtiment, 10 000 mètres carrés quand même, 4 fois 2500.
à Villiers-le-Bel, zone franche, donc on l'avait mis bien en avant, c'était tout ça. On est arrivé sur cette opération à 1 300 € du mètre carré vendu. C'est-à-dire le prix pour une zone artisanale, hein, et c'est le prix d'une camionnette, c'est comme ça qu'on vendait. Hein. Comment ? Il y a 7-8 ans. Oui. Donc on avait tout l'aménagement compris, hein, extérieur. En plus, on avait des particularités sur une crue centenale qu'il fallait prendre en compte. Hein, donc il fallait avoir la modulation du terrain et puis stocker avec des toitures végétalisées. Et pour arriver à cela, je suis allé en Chine. Désolé, c'est pour ça que j'ai sorti. Et parce que les containers maritimes étaient un très bon module pour nous. Hein. Ça nous permettait d'avoir une épaisseur d'un bâtiment comme on voulait. Et puis, on est allé très très loin sur la logistique, puisqu'on est allé en Chine plusieurs fois. Première usine que je visite, c'était Zola. C'était horrible, on n'y voyait rien, il y avait de la fumée partout, ça soudait dans tous les coins, mais c'était une usine où il partait du feuillard et il sortait le container à la fin. Et la particularité aussi, c'est qu'avec ce fabricant, qui est le deuxième fabricant de containers mondial, chinois, j'avais dit, moi je vais vous commander des containers avec certains avec parois, d'autres sans parois, etc. Donc très sur mesure. Ça a été adapté. Et puis, une deuxième usine, 3 ans après, à Shanghai, c'était tout automatisé. Usine hyper clean, claire. Il sortait un container toutes les 3 minutes, avec un port et puis un quai d'embarquement, et puis avec un stock de containers de toute variété, y compris frigorifiques et autres. Hein. Donc c'était avec eux que j'avais traité. Et ce projet n'a pas eu lieu, heureusement. Sûrement parce que je n'ai pas pris du module français. Mais c'était au niveau de la promotion, ça n'a pas marché avec mon associé. Et puis on n'a pas sorti notre bâtiment parce qu'ils n'ont pas su le vendre, en gros. Pourtant, c'était la zone franche, etc. On arrivait à un coût de construction de 650 €, tout compris. Et on vendait 1300, ça valait le coup sur 10 000 mètres carrés, ça pouvait être très, très rentable. Voilà. Donc, je suis ouvert à la discussion. Hein. Mais vous êtes très sage, je vous remercie. Parce que j'en ai parlé pas mal avec vos dirigeants de la CIM, Eric, Pierre et autres, quand je leur ai dit que j'avais été en Chine. Alors là, et on était en Chine quand on en a parlé en plus. Voilà. Merci. Merci Gérard. Je crois que tu nous as fait une Mandela en fait. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Hein, et là, je pense que c'était important. Tu as appris pas mal et tu nous as passé pas mal de messages là-dessus sur ce que l'on peut faire. Et je pense que ce qui est intéressant, parce que c'est un message qui était en fil rouge, c'est que tu as choisi volontairement d'essayer d'être provoquant en ne parlant pas que des modules tels qu'on les fait nous, mais en montrant d'autres choses. Et ça correspondait bien à l'élément important de la synthèse de ce que l'on se dit, c'est que pour pouvoir arriver à développer du module en permanence, le premier élément, c'est probablement de se poser la question de l'hybridation. C'est qu'aujourd'hui, on raisonne toujours en disant on va faire le chantier de A à Z. Et en fait, non, il faut peut-être en faire de A à B et de X à Y. Voilà, et d'autres peuvent participer. On peut utiliser différentes techniques, elles sont complémentaires. Je crois qu'Antoine l'a montré tout à l'heure sur les projets, y compris sur son siège, et c'est intéressant. Le point que Stéphane mentionnait, c'est l'alignement des langages et des contraintes. Voilà, on travaille en silo, tous, chacun avec ses techniques, ses contraintes, etc. Et en fait, si on veut faire des projets globaux, c'est d'arriver à se parler le plus tôt possible et la même langue pour se rapprocher. Voilà, le travail en amont, voilà, je pense que c'était une évidence dans la présentation de Stéphane aussi, c'est que plus tôt on démarre et plus tôt on peut concevoir le projet ensemble et trouver les bonnes solutions, plus tard on interviendra et plus ça sera contraint, on n'y arrivera pas. Le co-développement est le point qui revient en permanence, c'est qu'effectivement c'est un projet de A à Z qui intègre des composantes de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage et de production avec
comme l'Antoine le rappelait, des commandes qui interviennent très en avance de phase. Voilà, et donc ça nécessite d'avoir une hyper bonne gestion de projet. Je pense que c'est les points qui sont importants et qu'on retient, en tout cas, que dans la préparation, on a retenu des différentes expériences qui ont été vécues. Maintenant, je pense que ce qui est le plus important, c'est peut-être de voir avec la salle, on va peut-être revenir tous sur scène, c'est échanger avec vous, c'est qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a interpellé, quelles questions vous voulez poser à nos amis architectes. Moi, j'en ai une peut-être pour ouvrir la question, c'est avec toutes ces expériences-là, le modulaire, ça fait un malheureux petit pourcent de la construction en France. Avec vos expériences, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions ensemble pour arriver à faire 3 ou 4% de la construction en France? Alors moi, j'avais dit que j'avais des choses à vous dire là-dessus. Pardon, Béatrice. À mon avis, bon, le marché, il s'oriente beaucoup sur la rénovation. Vous n'avez pas le sans savoir. Et je pense que dans les surélévations, vous avez des coups à jouer magnifiques, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'opérateur intelligent là-dessus encore, on n'a pas de promoteur de la surélévation. C'est un vrai métier pour convaincre une copropriété. Quand c'est un maître d'ouvrage social, c'est facile parce qu'on n'a qu'un interlocuteur à convaincre. Quand c'est une copropriété, et c'est un gros marché, parce que ça permet justement, du fait de la création de foncier, de pouvoir rénover le bâtiment en dessous. Voilà. Et j'ai oublié de dire que j'étais président de Calibat aussi. Oui, moi, alors la surélévation, je connais, mais on ne pratique pas du tout. C'est plutôt dans le logement. En revanche, je suis aussi d'accord que la rénovation, ça va être quand même l'enjeu de demain du bâtiment. Hein. Et c'est aussi les extensions, parce que nous, on aime bien aussi ce type d'opération qui est quand même un peu singulière. Et je pense que là, il y a pas mal de place pour l'industrialiser, parce que même quand il y a des rénovations thermiques de groupes scolaires, souvent, ça s'accompagne d'une petite extension, des choses comme ça aussi qui sont importantes, et je pense que c'est aussi un marché dans lequel l'industrialisé peut intervenir. Voilà. Moi, je dis toujours que la maîtrise d'œuvre, on est avec vous, hein, les architectes. Je crois que le message, c'est de surtout pas de développer l'idée d'hostilité entre le monde de l'industrie et le monde de l'architecture. Donc, encore une fois, je crois beaucoup à la synergie. Je crois qu'il y a un élément très important, c'est la capacité de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de la commande publique et privée, d'accéder au savoir-faire du hors-site. Il y a un vrai problème d'image, encore sur le hors-site, de la déqualification et technique et architecturale, alors que c'est exactement l'inverse, on a essayé de le démontrer. Donc il y a un vrai travail d'image, et je crois que ce qui serait intéressant de développer, c'est des actions collectives, justement, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'à vouloir travailler seul dans notre coin, on arrivait à faire bouger les choses, mais de façon très inefficace, et que je crois beaucoup aux organisations professionnelles comme la CIM, justement pour développer ces stratégies collectives, pour aller vers la maîtrise d'ouvrage, pour leur expliquer comment on travaille et comment on fabrique du bâtiment. Oui, je pense qu'on peut vraiment partager ce constat. Bon, effectivement, tu l'as dit, Cugnot est un très gros opérateur de ce marché-là. On livre énormément de ventes d'espace. J'attends le moment où le prospect ou le client va me dire qu'il a vraiment eu un coup de cœur, quoi. Un bâtiment, c'est aussi un coup de cœur, c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre à aimer, dans lequel on doit se sentir bien, dans lequel on doit être fier. Et c'est vrai que la construction industrialisée, dans nos argumentaires, dans nos approches, on est très, ça va vite, c'est efficace, c'est sans doute moins cher, plus cher, ça on ne sait jamais très bien, puisque de toute façon on est dans un énorme jeu de dupes autour des prix, il se dit un peu tout et son contraire. Mais bon, à un moment donné, quand j'observe autour de moi les gens, ma famille, etc., faire des actes d'achat, il y a toujours ce moment où on devient complètement irrationnel et où on va acheter cette petite voiture qui nous rappelle la voiture quand on avait 20 ans, et on va mettre je ne sais combien de milliers d'euros pour avoir une R5. Enfin, voilà. Ça fait partie de ces sujets où je trouve qu'il manque le coup de cœur. Ma femme a visité la Cité de l'Architecture sans moi avec une amie. Elle m'a ramené un superbe bouquin. Elle m'a dit, regarde, je t'ai ramené un bouquin de construction industrialisée. C'est comment faire votre maison en container.
Et j'ai dit à ma femme, mais chérie, on fait des choses en module qui sont magnifiques. Elle me dit, bah oui, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc, et là, quand ce bouquin, il est sur ma table, et les gens viennent et me disent, ah ouais, Cugnot, c'est ça que vous faites, ces trucs en container, c'est génial. Ouais. Et c'est ça que j'essaie juste de vous montrer sur ce côté un peu coup de cœur, parce que si je leur montre le dernier magnifique bâtiment tertiaire qu'on a fait dans je ne sais quelle zone industrielle, le coup de cœur, il va être un peu moins là. Donc on a un vrai défi autour de ça, et j'ai une conviction, c'est que c'est pas nous qui allons le résoudre, parce que là, on n'est pas dans notre champ, et par contre, c'est vous, c'est les architectes qui vont faire ça. Mais je pense dans l'évolution, je vous rejoins tous les deux parfaitement sur le sujet, mais c'est aussi l'évolution qu'on doit donner nous dans notre communication, parce que la communication, c'est qu'on parle souvent de produits et pas de projets. Alors qu'en fait, quand on se positionne en amont au départ, on voit la carcasse métal, voilà, donc le truc qui est pas sexy et qui donne pas forcément envie, surtout qu'en plus il est hyper connoté dans l'esprit du grand public. Alors qu'inverse, quand on voit les projets arriver, ta femme, moi, quand je suis arrivé dans le secteur, je regarde les brochures et je me dis ah ouais, on fait ça quand même. Alors qu'en fait, c'est pas du tout l'image qu'on en a avant. Et en fait, si on parle du projet et de son résultat, les gens ils voient plus qu'en dessous il y a une carcasse en métal ou qu'il y a un parpaing. En fait, ils voient un bâtiment et ils voient le résultat final. Et je pense qu'on communique pas assez sur le projet, on communique pas assez sur ce qu'on fait, l'usage, les contraintes qu'on a réglées, les avantages qu'on peut avoir. On parle effectivement du produit parce qu'on est quand même, c'est aussi assez français, on n'est pas très américain dans le marketing. Et je pense qu'il y a des choses aussi à faire dans ce truc-là. Eric, je crois que tu voulais réagir. Ouais, moi j'ai une question sur le Darmanin et ses prisons. Il faut y aller ou pas? Et si on y va, comment? Parce qu'on risque de casser l'image pour un moment. Donc il y a un vrai défi. C'est-à-dire que ça donne envie parce qu'il y a du volume, de la masse, de la répétabilité. Mais en termes de coup de cœur, ça va être compliqué. Ben, vous avez des architectes qui sont super, là. Il faut y aller, bien sûr. Je vois pas l'incompatibilité entre le fait de faire des prisons en 2025 avec un système judiciaire qui n'a qu'une seule, qu'un seul focus, qui est de faire en sorte que les gens aillent en prison, mais surtout en sortent et reviennent dans la société civile et de la bonne façon. Donc l'idée, c'est pas de les mettre dans tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Je sais pas si vous avez vu ce qui se fait en prison ces derniers temps, mais... Eric, si tu as bien regardé ou tu étais encore à la sieste au début de la présentation, les prisons ont commencé avec la présentation de Béatrice. Oui, et puis il y a certains majors du bâtiment qui ne se posent pas de la question de savoir si ça va ternir leur image de faire des prisons, et notamment sur ce programme de prisons industrialisées. Hein. Ils sont déjà présents et ils n'ont pas d'état d'âme. Donc je pense que c'est effectivement, je suis d'accord qu'il n'y a aucune raison que l'industrialisé continue à se flageller inutilement, et parce que les bétonneux n'ont pas aucun état d'âme là aussi. Il n'y a pas de vérité constructive plus belle l'une que l'autre. Hein. Mais je crois que moi, il y a une opportunité exceptionnelle qui se présente devant nous avec ce sujet de la prison, parce que comme tu le disais, c'est les majors qui se positionnent très largement là-dessus. Je pense que peut-être que là, il y a un travail collectif à faire pour constituer un groupement de compétences, et peut-être que la CIM ou la filière Orsi de France, elle peut aussi organiser cette offre. Et là, on sort du silo, et vu l'échelle et le volume que ça représente, peut-être que là, il y a une vraie nécessité de collectif. Et peut-être que c'est l'opportunité pour nous d'associer les compétences pour faire face aux majors. En rappelant quand même que l'offre est déjà très largement fléchée sur le béton, et qu'on a, pour le coup, un vrai mot à dire là-dessus. Mais il faut être en capacité de s'organiser. Comme je vois que la tension baisse un petit peu, juste pour conclure, est-ce qu'il y a quelques réactions ou questions ou commentaires dans la salle ? Bonjour, Clément Le Saint, Martin Calais. Je rebondis sur, je crois que c'était dans la présentation de Mme Mouton, un des éléments qui était un problème de communication, enfin qui date pas d'hier, entre les industriels et les architectes et les constructeurs hors site. Et en fait, vous vous plaignez vous avez un problème à arriver trop tard sur les projets. On est précisément dans le même cas en fait, hein, parce que aujourd'hui, on remonte jusqu'à la maîtrise d'ouvrage. Si on n'a pas suffisamment de compétences ou de volonté d'aller vers ça à la maîtrise d'ouvrage, on se retrouve face à des projets qui sont montés
ou mal montés et qui rendent le projet complètement inadaptable au hors-site. Et on perd tout intérêt au hors-site parce qu'on va avoir des adaptations trop lourdes par rapport à nos systèmes industriels, parce que vous n'allez plus avoir de marge de manœuvre pour faire les ajustements nécessaires au hors-site. Hein. On est aussi apporteur de contraintes. Donc ça se joue évidemment dans la bonne communication entre les archis et les constructeurs industriels, mais il y a aussi beaucoup de communication à emmener vers les maîtrises d'ouvrage. Il faut que les programmes soient dimensionnés et écrits pour ça. Oui. Et souvent, on est à répondre à des appels d'offres où les programmes sont des copier-coller de programmes précédents et qui, effectivement, n'intègrent absolument pas la spécificité du hors-site. Donc là, évidemment, constructeurs, industriels et architectes sont en difficulté pour y répondre. Mais on voit maintenant de plus en plus apparaître sur les marchés publics, maintenant des marchés qui sont spécifiquement fléchés et pour lesquels, là, il y a vraiment une capacité à valoriser l'offre. Ça, c'est sûr. Mais c'est encore très faible. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment, nous, on n'a quasiment jamais réussi, à partir d'un projet neuf prévu en traditionnel, à l'orienter vers de l'industrialisé. Et en revanche, ce qu'on voit, c'est que les maîtres d'ouvrage publics sont plus au fait et vont, dès le départ, orienter vers l'industrialisé. Et l'industrialisé qui est relativement large, parce qu'ils vont ouvrir, comme ils sont pas sachants, ils vont ouvrir à du 2D, 3D, du bois, du métal. Et on voit que dans les consultations, on est souvent maintenant en compétition, quand on est en conception-réalisation, associé avec l'entreprise, avec on a du 3D métal, du 3D bois, et puis un constructeur bois traditionnel. Donc on voit qu'il y a une identification qui n'est pas très bonne, parce que ce sont quand même des gens qui sont très différents. Mais alors voilà, est-ce qu'ils font ça parce que juste ils se disent, tiens, si mon bâtiment sort en bois, donc c'est assez curieux, mais on le rencontre de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il faut que le maître d'ouvrage qui va, en tout cas public, encore une fois, qui va définir le système constructif. Plus ou moins bien, mais c'est vers eux clairement qu'il faut aller, hein, c'est sûr. Mais l'objectif, c'est de créer des démonstrateurs. Et je crois que plus on sera sur des démonstrateurs, alors au début peut-être de petite taille, sur des nouveaux secteurs comme le logement, en l'occurrence, où le logement, là, on voit bien que ça s'ouvre sur les solutions hors site. Aujourd'hui, nous, on ne recule pas à répondre à des opérations de 5, 6, 10 logements. Mais en général, c'est la possibilité pour des maîtres d'ouvrage de tester des solutions et derrière de développer des conceptions réa ou des accords cadres. Donc on sait bien que la montée en puissance, elle passe par des petites opérations qui souvent n'intéressent pas les industriels. Mais moi je pense qu'il faut passer par là. C'est difficile de faire autrement en tout cas. Je sens que le sujet passionne, mais comme le temps passe, on va prendre une dernière réaction. Juste sur le sujet du carbone que vous avez effleuré tout à l'heure, vous êtes à l'intersection entre les flux entrants et les flux sortants en réemploi d'acier. Comment vous allez vous projeter dans ce type de projet? Parce que la RE, c'est zéro carbone. Donc, pour les produits de réemploi, ça serait peut-être intéressant que vous ayez une dynamique sur ce sujet. Oui, madame, vous avez raison. C'est un très grand sujet chez nous, mais alors moi j'ai une très grande chance, parce que je me retrouve invité dans des tables, etc., avec un parterre de chefs d'entreprise qui doivent expliquer comment ils font la décarbonation. Moi je leur explique qu'elle a été créée, en tout cas chez Cugnot en 1991, puisque nous sommes loueurs de composants modulaires, circulaires, et par essence un composant réemployé et neutre en carbone. Donc déjà, quand vous commencez avec ça, honnêtement, voilà, j'ai quand même cette chance-là de ne pas avoir trop de cette problématique. Le deuxième sujet, aujourd'hui, la part d'acier, alors effectivement, l'acier est recyclé, 40-50%. On a des jolis certificats de nos sidérurgistes pour les clients qui le souhaitent. Et puis surtout, on est dans une phase d'innovation très importante en ce moment, et donc nous approvisionnons de l'acier bas carbone actuellement dans nos usines en Vendée, pour commencer effectivement à le mettre en œuvre. Ensuite, et je ne vais pas être trop long parce que c'est un sujet qui est assez long, je l'explique tout le temps à nos maîtres d'ouvrage. Je pense que le débat béton, bois, acier par rapport au CO2 est une erreur scientifique, mathématique. Si vous prenez, vous le savez, on fait des calculs RE 2020, donc il ne faut pas être qu'ingénieur, vous prenez un calcul RE 2020. En fait, la part de la structure aujourd'hui, c'est à peu près 20% du poids carbone d'un ouvrage. Donc ce 20%, il est négatif en bois. Il va être à 0 en acier réemployé ou en acier bas carbone, et effectivement, il va rester à peu près à 20% pour le béton. Bon. Mais 60%, c'est l'électricité et la CVC. Mais alors,
Mais pour donner un autre exemple par rapport à ce que dit Antoine, pour répondre à votre question, enfin là, dans notre groupe, on a une entité aujourd'hui qui fait du réemploi. À peu près la moitié sur les projets permanents, on repart de boîtes existantes qu'on récupère, qu'on reprend. Alors effectivement, chez Cugnot, et comme ils font la location, ils les font circuler. Et donc effectivement, elles sont réemployées par essence, puisque c'est le principe de la location. Nous, on ne fait pas de location. Et donc dans le neuf, on reprend, on rachète des boîtes qu'on retransforme. Donc on ne refabrique pas de nouvel acier. Et je pense que l'avenir, c'est là. Quand on regarde aujourd'hui sur le marché, il y a plus de 200 000 boîtes qui sont disponibles. Certaines sont peut-être en fin de vie utilisation. Elles peuvent être recyclées, réutilisées. Je pense que demain, les filières de réutilisation des boîtes pour les transformer sur d'autres usages, y compris dans des projets architecturés, c'est l'avenir et ça permettra aussi de contribuer, en plus de l'acier bas carbone, en plus d'autres choses, d'arriver vers le zéro ou le proche du zéro, parce qu'après ça dépend comment on compte et on calcule. Mais je pense que c'est une vraie tendance de l'industrie. Et là, pour le coup, l'industrie du modulaire a plus d'avantages et de souplesse et de facilité dans ce domaine-là que la construction en dur qui nécessite la déconstruction. On arrête, mais juste en 2 mots. Façade bois intégrée dans un module 3D métallique, produit par nos soins sur nos unités industrielles, plancher béton bas carbone et composants réemployés. Je sens que le sujet passionne et qu'on pourrait y passer toute l'après-midi parce que c'est un sujet important et d'avenir. Et comme effectivement on nous a ouvert des pistes pour pouvoir tripler ou quadrupler nos volumes dans les années à venir, je pense qu'on y reviendra dans des prochaines sessions. Avec l'ensemble de l'équipe qui a participé et toute la CIM, Béatrice, Gérard et Stéphane, merci pour votre temps, votre préparation et puis vos témoignages. C'était particulièrement intéressant. Merci Antoine.